Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Alors aujourd'hui, j'ai la chair de poule sur les bras, vous ne le voyez pas, chers auditeurs. Pourquoi ? C'est un moment fort depuis 2007 où je fais du podcast, donc près de plus de 15 ans de podcasting, parce que face à moi, je n'ai autre que Loïc Barr. Bonjour Loïc. Salut. Alors il y a des gens qui connaissent Loïc Barr et vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui le connaissent moins. Mais nous, on le connaît surtout parce que dans notre aventure podcast qui a commencé en 2007, on avait fait un podcast qui s'appelait le podcast high-tech Belgique et puis France. Et figurez-vous que Loïc Barr était encore à l'école à ce moment-là, dans ses dernières années d'études. Et il faisait le podcast, il était animateur d'une rubrique avec nous, c'était notre fan Windows. On se charriait entre Mac fan, Linux et Windows. Tu te rappelles ? C'était fun, ouais. C'était beaucoup de moments de plaisir et sympathiques, c'était assez délirant. Et puis, la vie est continuée, on s'est un peu perdu de vue, mais je me suis toujours rappelé des trucs de toi qui étaient déjà inspirants. Je me rappelle, je te ramenais en voiture et tu m'avais confié que quand tu étais à l'école, tu étudiais déjà la matière de l'année suivante pour anticiper, être prêt et ne pas être paumé, avoir les bonnes questions pour les profs et que ça te permet d'être toujours au top. Et je m'étais dit, mais waouh, Ouais, c'était une bonne gestion du temps parce que finalement, clairement. je faisais ça pendant mes périodes d'été, tu vois. Je lisais les bouquins, je me renseignais sur les matières de l'année d'après, puis je lisais comme ça les bouquins calmement pendant mon été. Et puis du coup, ça me permettait d'avoir beaucoup plus de temps pendant l'année puisque j'étais déjà prêt pour la plupart des cours. Et donc, je pouvais venir en tant qu'animateur et Bah ouais, t'embêter tu sur pouvais le... t'amuser. Je pouvais m'amuser, quoi, ouais. Et puis, je pouvais partir à des conférences, des choses comme ça que j'aurais pas pu faire si Tu te j'étais pas préparais pas préparé. si bien, quoi. Ouais. Chapeau déjà. Donc, je rappelle cette anecdote parce que pour moi, elle restait dans ma tête. Et je t'avoue qu'à ma fille de 12 ans, je lui raconte ça pour la motiver, lui expliquer qu'elle a tout à gagner si elle commence à apprendre cet exemple-là. Donc, tu m'as inspiré. Alors, on a une question traditionnelle, Loïc. On va parler de ressources humaines. Au début, je t'avais invité pour l'environnement. Le podcast va se retrouver certainement dans les deux flux RSS parce que tu as les préoccupations environnementales, ça c'est clair, on en parlera plus tard. Mais moi, c'est ton parcours surtout que je veux mettre en avant aujourd'hui. Et on a une question traditionnelle, c'est de ton rêve d'adolescent, bien que moi je connais moitié la réponse à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça a guidé tes études ? Et puis le but de la question, c'est de savoir si tu es finalement aligné avec ce rêve d'adolescent. Ouais, finalement, mon rêve d'adolescent, moi, moi, j'ai un meilleur ami que tu connais aussi, Jérémy, qui, Goldin, ouais, on le tout à fait, salue. hein, qui, comme tu le sais, est passionné d'environnement. Donc Et il a c'est... lancé Midoricast avec nous, Jérémy. Ah voilà. Donc, du coup, ce côté environnement, il me l'a transmis aussi. Et puis moi, j'ai été toujours passionné par ce que les technologies permettaient de faire. Et donc finalement, mon parcours, c'est la combinaison des deux. Je ne me suis pas vraiment intéressé à la technologie en tant que telle. Je ne suis pas quelqu'un qui recherche vraiment la dernière techno et qui essaye de Tu n'es pas comprendre. le geek avec ses chips et sa pizza. Non, C'est pas le non. cliché. Non, je ne suis pas dans ce cliché-là. Par contre, je suis étonné de ce que la technologie peut faire. Et donc, je me suis dit, essayons de mêler les deux. Donc, on a eu toute une série d'initiatives avec notamment Jérémy. Puis les parcours se sont séparés. Lui a tracé sa route et moi, j'ai été dans une autre direction. Mais finalement, c'est toujours ce côté environnement et technologie qui m'a animé. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour les auditeurs ? J'ai fait des études d'informatique, donc informatique de gestion. C'est un graduat, donc je ne suis pas grand universitaire. Moi, j'ai fait plein d'autres études après, hein. J'ai fait des parcours à Vlerick, ici en Belgique, à HEC Paris, et puis aussi au MIT. Mais c'était des parcours, je veux C'est dire... déjà un bon bagage, hein, on va pas Ouais, s'en ouais, plaindre. non, non. Mais bon, au début, voilà, informatique, donc vraiment dans la pratique, puisque c'est ce qui me permettait de concrétiser le plus rapidement possible. Tes préoccupations Ouais, et tes envies. ouais, ouais. Et directement, tu as commencé comme entrepreneur. J'ai eu mon diplôme, donc du coup, le 30 juin, et le 6 juillet, ma société a été créée. Ouais, ouais. Ça, c'est un truc incroyable, quoi. On ne crée pas une société comme ça en quelques jours, sans une préparation. D'abord, la réponse à ma question, t'es aligné avec ton rêve ? Oui, 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 là, totalement. par rapport à ce que tu voulais faire, voilà. Maintenant, la première société, elle avait aussi un rôle et un but particulier, on va en parler, mais avant, c'était quoi les préparatifs ? Ça tournait depuis combien de temps que tu allais être indépendant et entrepreneur dans la tête ? Ça a toujours été une évidence ? J'ai commencé à faire des petits boulots pour les indépendants qui étaient dans la rue de mon école à 14 ans, quoi. Je faisais des petits sites internet. Donc, moi, je me suis jamais posé la question de mon statut. Je savais bien que une fois que j'aurais fini mes études, j'aurais accès à la profession, donc je créerais ma société. Franchement, quand je vois tous les programmes qui existent maintenant dans les écoles pour être étudiant entrepreneur, je pense que je l'aurais fait, hein. Ouais, clairement. C'est juste qu'à ce moment-là, tout ça n'existait pas. Et donc, j'ai créé ma société et puis en fait, j'ai continué de faire ce que je faisais déjà depuis que j'avais 14 ans, quoi.
Alors raconte, c'était quoi cette société? Qu'est-ce qu'elle faisait? Ah bah, la première société, c'était pas incroyable, hein, donc c'était une boîte de consultance. On créait des projets digitaux pour, toute une série de sociétés. Je veux dire, c'est pas cette société-là qui m'a aligné Avec tes valeurs avec mes et valeurs, on a testé plein de choses, hein, avec Jérémy notamment, on a créé, peu de temps après une société, qui s'appelait Acno, où là, c'était une plateforme d'intermédiation entre, les personnes qui souhaitaient installer, de l'énergie renouvelable chez eux, avec des professionnels qui le faisaient. Cette société-là, on a eu les premiers clients et cetera, puis après il y a eu le crash, suite à la fin des certificats verts, donc on a arrêté l'activité. Mais on voit que les idées qu'on avait il y a 10 ans, aujourd'hui, elles réémergent en fait, ouais, ouais, elles sont et populaires, ouais. elles deviennent populaires, ouais, ouais. Ouais, pas mal. Pourquoi est-ce qu'on revend, pourquoi est-ce qu'on évolue? Quels sont les éléments déclencheurs qui font qu'à un moment tu te dis: «Bon, on va passer le cap supérieur, on va passer à autre chose»? La première société, ça n'a pas été un succès en fait. On dit toujours que l'échec permet de rebondir et d'apprendre. Exactement, ouais. Je regrette pas du tout cette période-là, mais c'est vrai qu'on a grandi assez vite, on est vite monté à plus d'une dizaine d'employés et ça, j'étais pas prêt. Donc finalement, quand tu fais toi-même des projets pour des clients, bah, tu gères ton temps mais quand tu commences à avoir des employés, ça devient une toute autre dimension et là, il y avait peut-être un manque d'expérience. Je m'étais associé avec d'autres personnes qui étaient pas beaucoup plus, âgées que moi et Pas plus pas expérimenté non plus plus. expérimentées et donc quelques années après, on s'est quand même, bien cassé la figure, alors, moi, j'ai mis un poids d'honneur à pas faire faillite, parce que je supporte pas devoir de l'argent à quelqu'un, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû trouver un autre boulot, pour pouvoir, payer les dettes et donc là, je me suis retrouvé, à travailler pour une, boîte dont on parle beaucoup pour le moment qui s'appelle McKinsey, hein Ouais, et ça a été aussi une super école parce que clairement, ouais. je passais d'une petite start-up d'une dizaine d'employés à un groupe international qui était beaucoup plus structuré, avec beaucoup plus de gens autour de moi. Bonjour les différences. Ouais, et donc une grosse différence. Donc au début, quand même un choc de culture, hein, ça c'est mais après, j'ai beaucoup appris. Je suis resté là-bas, 5 ans et puis, la passion A se repris le rattrape dessus. toujours, Ouais, hein. Donc voilà. une fois que tes tracas sont mis de côté, moi j'ai eu la chance de pouvoir, liquider, cette première société, bah, de manière tout à fait, correcte, On est dans quelles années là? donc, 1re société, c'était, 2008, Ouais, c'est ça. et puis, bah, je te dis 2 ans dans cette société-là, puis 5 ans chez McKinsey. La passion est revenue pendant que j'étais chez McKinsey, donc j'ai recréé une société, dans ma dernière année chez McKinsey. C'était 2012-2013 si Ouais, je me trompe pas, hein. c'est Mmh. ça, ouais, je dirais 2013 et une société, bah, qui reprenait le cœur de mes valeurs, hein, donc la technologie pour l'environnement et c'est ce qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, en fait, hein. Alors cette société-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Raconte-moi. Bah, comme quoi, on revient toujours sur le même sujet, mais l'idée c'était, de créer un logiciel qui permettait de suivre la production d'énergie Et les consommations énergétiques? et les consommations énergétiques, hein. D'abord vraiment focalisé sur la production, hein, nos premiers clients étaient vraiment dans le photovoltaïque, c'est un domaine qu'on connaissait déjà un petit peu puisqu'on avait travaillé sur ce Une premier première projet, expérience, ouais. et donc finalement ce que tu as dit, c'est vrai, les échecs, c'est vraiment, je pense, une étape, des fois nécessaire vers le succès, donc C'est la meilleure école, hein, c'est ce c'est qu'on la dit. meilleure école, ouais, ouais. Donc du coup, on a fait ce projet, puis on s'est tourné en effet vers tout ce qui était, consommation d'énergie et puis de fil en aiguille, on a fait évoluer le logiciel qui aujourd'hui, si on prend que la Belgique, est utilisé, par, les plus grands gestionnaires de réseaux, belges, les plus grands fournisseurs, Ça j'ai vu aussi, d'énergie, ouais. belges et on est très vite parti à l'international, donc Waouh! un beau succès, Et te voilà maintenant CEO de Opinum. La société a changé de nom en parcours. c'est ce qui m'a perturbé moi, en fait. Je croyais que tu avais été racheté, que tu avais recréé une autre société. Donc du coup, pour clarifier ça, donc, en effet, il y a eu un changement de nom qui n'est pas dû à un rachat, mais la société a été rachetée en novembre de l'année passée. Elle appartient au groupe, Itinéris. Moi, je reste, le CEO de Pinum. Je m'occupe aussi, j'occupe aussi une position, chez Itinéris, mais voilà, c'est un parcours et on a levé beaucoup de fonds, auprès de la région. Donc finalement, ce rachat, ça a aussi permis de renflouer, les investisseurs, Quelles sont les limites maintenant du champ d'action d'Opinum? C'est toujours la même qu'à l'origine ou oui. ça s'est étendu? Ça s'étend avec le secteur de l'énergie qui évolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'hydrogène, donc on commence à avoir des projets où finalement, quand tu as des solutions de production d'hydrogène, bah, tu as aussi des données qui proviennent de ces systèmes et tu dois pouvoir les analyser pour mieux, optimiser ta production. L'énergie, ça devient un enjeu, fondamental. Clairement, et puis on le voit maintenant avec le conflit, qui sert de prétexte à monter les prix et à et à mettre une tension sur le marché, hein. On va pas parler des fixations des prix des énergies, parce que c'est ridicule, mais c'est vrai qu'en dehors de la partie, décarbonisation, qui est quand même ce qui nous motive nous le plus, il y a maintenant une nouvelle dimension qui est la dimension prix de l'énergie, hein. Et ça, quelque part, nous, on se bat pas trop sur ce prix de l'énergie puisque finalement, c'est quelque chose qui pousse les gens
à prendre au sérieux le fait que l'énergie est quand même quelque chose d'important et finalement, un prix de l'énergie bas, c'est pas vraiment une bonne chose pour l'écologie et la décarbonisation, quoi. Là, on va un peu s'écarter du thème RH, on va rentrer plus dans le thème écologique. C'est des grands débats parce que, par exemple, nous, on a créé la SBL il y a quelques années. Première chose, il fallait des véhicules. On a acheté des voitures électriques 100% en pensant faire la bonne chose pour l'environnement. En tout cas, la chose la moins grave. Je vais t'expliquer rapidement ma réflexion. J'avais lu les études comparatives entre le thermique et l'électrique, mais je constatais que ces études n'incluaient pas le coût carbone de l'extraction du pétrole, La son production, transport, les pompes à essence, le transport routier, les catastrophes naturelles quand un bateau s'échoue sur une plage avec son pétrole et son contenu. Et je trouvais que c'était un peu injuste dans l'équilibre, s'il n'y avait pas un vrai calcul correct. Et donc je me dis, ok, c'est peut-être pas mieux, mais il y a déjà une évolution plus positive, c'est un des choix. Je sais qu'avec l'hydrogène, il y a un gars qui fait pas mal de séances en public, qui est connu, qui fait beaucoup de débats aussi sur l'hydrogène, et qui dit oui, mais finalement, pour produire l'hydrogène, est-ce que le coût carbone, etc. On rentre constamment dans des paradoxes et des contradictions. Comment est-ce qu'on gère à ton niveau ce genre de feedback, de retour qu'on a? Comment faire les choix? Comment savoir est-ce qu'on est dans le bon? Est-ce qu'on n'est pas dans le bon? Ouais, bah, je pense que la première réflexion que je me fais sur cette voiture électrique, c'est que si tu veux un conseil pour avoir la voiture qui consomme le moins, bah, c'est pas de voiture en fait, Ouais, hein. tu Donc, vas à pied, quoi. tu vas à pied, Et j'irai plus loin, c'est pas le vélo, c'est les pieds nus. ouais, pieds Tu sais, nus. tu pas de Alors, caoutchouc, t'as pas de semelle, rien. le vélo, c'est intéressant. Alors, la voiture, elle est utile à certains endroits. Moi, j'ai une voiture, je vais pas. Mais par exemple, pour venir ici, mon réflexe, c'est d'abord de regarder comment je fais pour venir en transport en commun. Et Voilà. j'habite Liège, donc j'ai eu quoi, 10 minutes de voiture, et puis le reste, c'était à pied et en train. Donc ça, c'est d'abord la première réflexion, c'est est-ce qu'on a besoin d'autant de voitures? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives qui existent ou qui doivent être développées par le gouvernement ou par Clairement, les ouais. acteurs privés? Donc ça, c'est la première réflexion. Et puis après, la deuxième réflexion sur la voiture électrique, c'est, je suis d'accord avec toi, donc c'est-à-dire que si tu regardes l'empreinte carbone d'une voiture électrique, et si tu prends en compte dans cette empreinte carbone, en honnêteté intellectuelle, il faut la prendre en compte, la construction, donc l'extraction des minéraux pour cette voiture, le fait qu'elle est construite probablement en Chine et qu'elle va être rapatriée, comme tu dis, en bateau ici, et qu'il faut aussi du recyclage à la fin de vie du véhicule. Bah, il faut faire beaucoup de kilomètres en voiture électrique pour que son empreinte carbone soit inférieure à celle d'un thermique. Par contre, il y a d'autres enjeux. Et on parle pas encore de la consommation, de où tu recharges, parce qu'en fonction du pays Oui, et du lieu et de la exactement. borne, Ouais. tu peux très bien Oui, être green quand tu peux être l'inverse. ça dépend de la nature de la production d'énergie. Donc, mais tout à fait. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est de regarder ça de manière plus large, c'est-à-dire que le CO2, finalement, c'est qu'une seule des problématiques qu'on voit aujourd'hui. Il y a une autre problématique qui est la pollution de l'air. Et ça, la voiture électrique, finalement, elle apporte quand même un mieux-être parce que bah, voilà, les voitures à combustible fossile, bah, ils émettent beaucoup de particules fines. Ah, moi, je vais donner un exemple. Ma première Zoé que j'ai achetée, elle a plus de 5 ans, c'est toujours les mêmes plaquettes de frein. Ouais, voilà, c'est Ça ça. freine Donc, sur le moteur, donc en termes de particules fines des plaquettes de frein, ouais. mon émission, elle est au plus bas qu'il puisse être possible de faire en véhicule, je pense. Oui, donc je pense que voilà, là, il y a des autres impacts positifs. Maintenant, voilà, toi, le fait que tu gardes une Zoé pendant 5 ans, bah, c'est positif. Ce qu'il faut aussi éviter, Ouais, elle va c'est faire les... plus, hein. Ah voilà, mais j'espère bien. C'est ma deuxième déjà et je compte bien la tenir 20 ans. C'est comme les téléphones, je veux dire, voilà, il faut essayer de rentrer dans un mode où bah, un téléphone, oui, il faut en avoir un. Je pense que c'est nécessaire dans le monde actuel. Mais il faut aussi se dire que bah, le garder 2 ans, c'est pas suffisant, quoi. C'est avoir trop d'impact sur l'environnement. Donc voilà, le téléphone aujourd'hui, si tu choisis un bon téléphone, tu peux le garder 5 ans, 6 ans, quoi. Ouais, tu n'auras peut-être pas la dernière version de l'OS, mais ça va continuer à fonctionner. Tu pourras appeler, tu pourras lire tes emails. Et puis à un moment donné, bah, tu changeras, quoi. Voilà, mais... On va revenir un peu sur Opinum, hein. On était dans la question de, voilà, on a étendu les activités. Tu peux nous faire un éventail rapide de tout ce que vous offrez comme solution et à qui? À quel public? Nos clients, c'est principalement les acteurs de la transition énergétique. On va avoir d'une part le secteur public avec les gestionnaires de réseau. Donc aujourd'hui, il y a une méga trend dont on vient un petit peu de parler avec les voitures électriques, c'est l'électrification. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, si tu veux diminuer ton empreinte carbone, tu dois éviter d'utiliser du pétrole et du gaz. Et la seule énergie qui te reste pour continuer à faire fonctionner ton économie, c'est l'électricité. Donc il y a un gros enjeu chez les gestionnaires de réseau Qui va faire d'électricité. augmenter intensément la demande. Exactement, donc ça va faire augmenter la demande, donc il faut améliorer la gestion de ces réseaux électriques qui n'ont pas été conçus pour que des gens aussi commencent à produire partout, etc. Donc là, on les aide d'une part, à collecter les données pour mieux opérer le réseau d'électricité et le rendre résilient par rapport aux usages futurs de l'énergie. Et puis on utilise aussi ces données, parce que tu disais ça va augmenter la demande, mais il y a moyen aussi d'utiliser ces données
pour que le gestionnaire de réseau te communique à toi, par exemple, en tant qu'individu ou à des villes, Le meilleur moment pour recharger. le meilleur moment pour charger, mais aussi détecter là où tu consommes trop, quoi. Ah ouais. Puisque je pense qu'on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de diminution carbone sans un peu de sobriété. Donc, les outils numériques permettent aussi de détecter des opportunités de sobriété, notamment dans le secteur public, mais aussi à l'échelle individuelle. Donc, nous, on aide ces sociétés à capter les données et à pouvoir les retransmettre aux usagers de l'énergie pour qu'ils deviennent plus respectueux dans leur consommation d'énergie. Pour le citoyen, monsieur lambda, monsieur tout le monde, comment est-ce qu'ils perçoivent votre travail et votre impact à vous? Ils le perçoivent de manière indirecte. En France, on a lancé pour justement la gestion de réseau, qui est quand même le sixième plus gros en France. Toutes les données qui sont traitées par nos logiciels, ils sont disponibles au travers d'une application mobile qui n'est pas au nom d'Opinum, qui est au nom du gestionnaire de réseau. Et les citoyens, grâce à cette application mobile, ils peuvent mieux comprendre leur consommation d'énergie, ils peuvent, comme tu dis, savoir quel est le meilleur moment pour recharger et vraiment aider le gestionnaire de réseau dans sa mission de transition énergétique, tout en économisant aussi au niveau de ce qu'il dépense en énergie. Donc finalement, de manière indirecte, on a des millions d'utilisateurs. Ouais, pas mal. Quel est le futur d'Opinum dans ton regard maintenant en tant que CEO? Le futur d'Opinum, c'est 100 fois plus d'impact. Donc nous, on veut continuer à... Mais ce que je veux dire par là, est-ce que ça te pousse à avoir d'autres réflexions que purement l'énergie? Ou est-ce que dans le domaine de l'énergie, par exemple, tu peux être amené parfois à interpeller les politiques? Je vais donner un exemple concret. Moi, il y a des choses qui me choquent beaucoup. C'est que nos politiciens ont à la bouche constamment l'énergie verte, l'électricité, etc. Mais ne légifèrent pas sur la gestion des bornes de recharge. Et il y a plusieurs réseaux. Et entre eux, ils appliquent des prix roaming, ce qui fait qu'un utilisateur lambda peut charger une borne le jour A à 30 cents le kilowatt. Pour une charge complète, ça va lui coûter 8 ou 10 euros, je ne sais combien. Et puis, la même borne le lendemain, l'application de l'opérateur ne fonctionne pas sur le GSM ou tu as oublié ta carte. Tu prends une autre carte, tu es dans le même pays, tu es sur le même réseau électrique théoriquement. Et du coup, c'est un autre tarif qui s'applique, c'est pas clair, c'est pas affiché. Et ça peut passer à x6, x10 parce que le tarif est à l'heure. Et moi, je me suis retrouvé comme ça, une facture qui passait de 10 euros théoriquement à 60 euros. Donc, il y a un manque de législation qui fait qu'il y a des aberrations. Et ce genre d'accident-là, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied quand on prétend vouloir l'écologie, l'environnement? Et les politiciens sont forts pour ça. Et je me dis, dans ta position avec ta société, est-ce que tu es amené à faire des constats de contradictions? Alors, on va pas faire de la politique, c'est pas le but. Mais est-ce qu'il y a des contradictions qui sont parfois problématiques, qui soulèvent des questions? En tant que responsable de société, on est confronté déjà à ça. Donc nous, on est une société qui travaille dans la transition énergétique. Et naturellement, ça, c'est le visage extérieur qu'on donne et c'est notre mission finalement vis-à-vis de nos clients, etc. Maintenant, des fois, tu dois aussi te regarder toi-même et te dire, comment est-ce que moi, j'organise ma société pour que je sois en cohérence avec ma mission globale. Et là, il y a quand même toute une série de problèmes qui se posent. Un des problèmes qu'on voit, c'est justement cette notion de voiture. Tu sais qu'en Belgique, il y a un impact fiscal quand même important, une déduction fiscale importante pour les employés à qui on donne des voitures de société. Hein. Maintenant, il y a des sociétés qui font des plans cafétéria, qui disent aux gens, tu prends le train, tu as toujours ta voiture société, mais tu as plus d'avantages si tu prends le train ou si tu prends le plan vélo et qui jouent sur Ouais. un mix de balance. Tu peux jouer sur 3 types de transports. Ils appellent ça le plan cafétéria, tout Ouais, simplement. tout à fait. Mais donc, nous, on l'applique dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on propose des vélos électriques aux employés s'ils diminuent leur budget voiture, etc. Donc, on l'applique maintenant. Le fond du problème, c'est quand même cet avantage fiscal très important pour les voitures de société. Donc, tu as quand même des employés qui vont te le demander. Tu as aussi le problème de comment t'opères. Il y a des gens qui aiment bien travailler en distanciel. Donc finalement, tu diminues quand même beaucoup l'utilisation de la voiture. Puis tu as des gens qui veulent quand même travailler dans des bureaux. Donc là, il y a des initiatives qui se créent de coworking, etc. Mais finalement, nous, nos bureaux, ils sont à Mont-Saint-Guibert. Moi, j'habite à Liège. Je défie quiconque d'aller de Liège à Mont-Saint-Guibert en transport en commun, quoi. Puisque finalement, je pense qu'il manque cruellement d'investissement dans des alternatives de mobilité durable Et c'est souvent en pointé en Belgique. plus. On n'arrête pas de le pointer et ça bouge pas, quoi. Ouais, maintenant, quand on voit combien de temps il faut pour faire le tram à Liège, je comprends qu'ils n'ont pas envie de créer une nouvelle ligne de tram. Mais je pense qu'il va falloir le faire. Il faut absolument légiférer sur toute une série de choses, sinon on ne va pas y arriver. Et voilà, et en tant que chef d'entreprise, on a pris des initiatives. Par exemple, on interdit l'avion chez nous. Donc, pourtant, voilà, moi j'ai des clients en Suisse, je dois y aller là prochainement, j'y vais en train, quoi. Ça me prend 8 heures, quoi. Mais c'est comme ça. Et tu t'organises autrement. Et tu te dis, dans le train, tu peux travailler. Ou alors, il commence à y Waouh. avoir beaucoup de trains couchettes, etc. Donc ça, on fait.
Mais il y a beaucoup de contraintes qu'on a à cause de la législation belge, notamment la fiscalité. Et quand on lit l'actualité, pour le moment, même si je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait nécessité de faire un tax shift, mais on voit que par exemple, le plan cafétéria dont tu parles, il va être fortement taxé en fait. C'est honteux, quoi. Donc du coup, je pense que c'est quand même la fin des plans cafétéria, puisque l'avantage fiscal pour les employés va être fortement, et pour les sociétés, va être fortement impacté. Donc On est de nouveau dans des incohérences quelque part. voilà, Ouais, ouais. donc et puis moi, plutôt à titre individuel, oui, j'interpelle, j'ai fait une carte blanche dans la livre, pour interpeller sur, justement, ce que je vais te dire, c'est, gérons nos sociétés de manière plus responsable, donc ça j'ai fait. Là, j'ai un projet de bouquin, sur les limites planétaires, donc j'essaye d'éduquer et Tu vas de pouvoir parler dans ton bouquin de l'impact des mines et de l'extraction de métaux dans les exactement, roches. ouais, ouais. C'est le gros problème aussi, en fait, hein, qui se cache encore derrière tout ça, quoi. Bah oui, je veux dire, toi et moi, on est nés dans une période où finalement on vivait avec la pression qu'il n'y avait pas de limites, hein. Et maintenant, on les subit les limites. Et puis même, on doit regarder nos enfants dans les yeux en leur disant je t'aime et en se disant c'est pas que des mots, il faut assumer après, quoi. Ouais, ouais, donc voilà, il faut une Faut meilleure transmettre gestion de quelque tout ça. chose. Enfin, en tout cas, je pense que l'éducation, c'est primordial et je passe quand même pas mal de mon temps à former, communiquer. J'ai lancé aussi, tu sais, quand on crée une société, on nous met un canevas qui s'appelle le Business Model Canva en face des yeux. J'ai refait ce canevas, je l'ai appelé le Sustainable Business Canva. Et donc, j'ai fait un site web et tout, et j'ai expliqué ce que c'était ce canevas. Et en fait, ce canevas prend en compte les externalités positives et négatives dans ton business. Donc, c'est-à-dire que il te fait réfléchir quand tu crées ton business à quel impact négatif tu vas avoir sur la société de manière générale. Waouh, j'ai bien fait de t'inviter. Ah, c'est vraiment un truc que j'ai fait. Je gagne rien du tout avec ça. Je l'ai publié en ligne. C'est Et la pure maintenant, passion. il est Ouais. enseigné. J'ai encore eu des profs aux Philippines qui l'enseignent, à Berlin, en Allemagne, Waouh. qui l'enseignent. Et c'est génial parce que c'est au travers d'initiatives comme ça que finalement les consciences changent et qu'on change nos habitudes. Et... Je suis assez admiratif, je dois dire. Mais j'ai encore une question pour toi par rapport à ta fonction de CEO de la boîte et de la gestion de personnel, parce que tu n'es pas le DRH, tu as un DRH qui travaille pour toi, j'imagine. Jusqu'où ça va justement cette réflexion de l'environnement? Est-ce qu'on va jusqu'à se dire, tiens, je vais employer des gens qui veulent travailler dans ma boîte, qui ont déjà une préoccupation environnementale, ou je ne me tracasse pas de connaître leur opinion sur les gens que j'engage et je regarde que leurs compétences Je pense que ça va dans le sens inverse en fait. Les gens qui viennent travailler chez nous, ils ont une préoccupation environnementale. d'office? Ouais, parce que bon, on n'est pas, on se positionne pas comme la société qui fournit le plus haut salaire. Je veux dire, on n'est pas une boîte dans le pharma ou dans la banque Mhm. ou dans la consultance simplement. Et Ça, c'est une belle récompense pour toi finalement, de voir ouais. que les gens qui viennent, c'est parce qu'ils ont des préoccupations. Donc on ne pose pas ces questions-là en interview, mais on le remarque après. Après, on fait aussi toute une série d'initiatives. On a fait la fresque du climat chez nous avec tous les employés. Donc c'était une activité, bon, pas obligatoire, mais c'était pendant les heures de bureau, Je l'ai donc tout le vu, monde ouais. était Tu as là, posté hein. aussi une photo sur Ouais, LinkedIn ouais. sur ça, ouais. J'essaye, d'ailleurs tu devrais s'il vient pour nous, je vais te le faire venir à ton podcast, c'est le gars qui a créé greenIT.fr. Pour le podcast high-tech, parce que Ouais, le ouais. podcast high-tech, on le relance, hein, ce fameux projet qu'on a créé ensemble, mais on lui met une couche éthique, déontologique et green, justement. Ah bah voilà. Et là, on est en train de chercher de quoi faire les équipes et de l'animer régulièrement. On a un manque là-dessus. On invite ce gars-là pour un workshop dans nos bureaux. Et donc, il vient sensibiliser, mais pas seulement les équipes de développement. Il va sensibiliser les gens qui font du design, de Ouais. l'UX. Parce qu'en fait, la gestion de projet, la roadmap, et il va vraiment... voilà. Donc, on sensibilise beaucoup aussi nos équipes sur ces sujets-là. On essaie de le faire de plus en plus. On n'est pas parfait, franchement. On essaye de faire au mieux. Non, mais ce que j'entends me montre quand même que, bah, tel que je te connais, t'as pas changé, quoi. Tu vas beaucoup plus loin que la majorité des gens et tu te contentes pas d'une approche de dire, ouais, bon, ça me préoccupe, et puis je fais un peu de mon mieux, bah, à la légère, quoi, tu vois. T'es vraiment impliqué. Et c'est ça que je voulais mettre en avant aujourd'hui parce que, à mes yeux, entre autres, de l'amitié qui nous lie, c'est tu m'inspires, tu m'as inspiré, tu m'inspires encore dans ce que tu fais. Je te suis régulièrement sur LinkedIn. Je dis, mais il faut que je le réinvite parce que ça fait longtemps que je voulais te réinviter. Je dis, c'est pas possible. Il est resté intègre à lui depuis le début jusqu'à ce jour. Et je te complimente pour ça, si tu peux me permettre, parce que franchement, chapeau, Ouais, vraiment voilà. chapeau. On n'est pas parfait, mais... Non, non, mais chapeau quand même. On a un rituel de clôture des podcasts qui va être aussi interpellant sur les sujets qu'on vient d'aborder. C'est nos 3 questions RH de clôture. Je vais te demander, Loïc Barre, pour toi, c'est quoi un bon RH? Ah bah, c'est quelqu'un qui se préoccupe des gens en fait, hein, donc je pense que ce qu'il faut, c'est remettre l'humain au centre des préoccupations et voir comment les préoccupations individuelles peuvent venir en concordance avec les préoccupations de la société. C'est pour ça que finalement, avoir des personnes qui se préoccupent de l'environnement et que la société se préoccupe aussi de l'environnement, bah, ça crée des liens Et une belle synergie, et c'est ces finalement. synergies qui Ouais. fonctionnent en fait. Donc l'humain, l'humain, l'humain. Alors, j'ai la deuxième question qui est assez sympa aussi, c'est l'effet waouh. Tu connais? C'est un endroit où tu vas et ouf, le mot qui te vient à la tête, c'est waouh.
Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites pour qu'il y ait le bien-être de l'employé, du travail ou pour des préoccupations comme l'environnement ou ça peut être plein de choses. Ça peut être un lieu, ça peut être l'espace, ça peut être l'agencement. Est-ce que tu as déjà eu un endroit où tu arrives et tu as vraiment eu un gros effet waouh? Et si pas, qu'est-ce qui te donnerait un effet waouh dans une entreprise? Ah, tu sais, moi, l'effet wow, c'est que je vois, c'est quand j'arrive au bureau et que je vois que tous les gens s'amusent bien, qu'ils travaillent tous dans la même direction. Moi, c'est pas vraiment le lieu, mais c'est avec les gens avec qui je C'est suis. l'ambiance. Ouais, Ouais. l'ambiance et les gens, ouais. La dernière question, c'est un message ouvert à tous les DRH qui pourraient t'écouter en ce moment. Tu leur dirais quoi? Bah, je dirais qu'en tout cas, ils ont un rôle, très important justement dans ces objectifs environnementaux. C'est les DRH qui fixent les politiques de voitures de société, de plans cafétéria. C'est les DRH qui, aussi souvent sont responsables des animations, des activités entre employés. Donc, voilà, moi, ce qui me désole, c'est par exemple, quand je vois des sociétés qui disent: «Ah bon, on va récompenser nos employés, on va les envoyer une semaine à Bali», bah, non, faites pas ça, quoi. Il y a des trucs plus intéressants à faire, localement. Donc, essayer de réfléchir à comment on peut, s'amuser, bien gérer, des employés, tout en, gardant en ligne de mire, bah, qu'on est, dans une, planète avec des limites. Ouais, pas mal. Bon message de conclusion, je pense. Loïc, on va, avant de se quitter, donner l'adresse internet du site de Opinum, Ah ouais, c'est facile, c'est www.opinum.com. mais on va aussi donner l'adresse où tu as posté ce fameux carnet. Ce canevas, c'est sustainablebusinesscanva.org. Mille merci pour ta confiance. J'étais heureux de te revoir, tu t'en doutes. C'était Ah un ouais, grand pareillement, ouais. moment. Et je crois qu'on va remettre ça, hein. Ouais, je pense bien, ouais. À bientôt. Alors, si vous, auditeurs, vous êtes passionnés de votre travail, si vous avez envie d'aborder un thème RH avec moi ou de parler d'environnement, puisqu'on a 2 projets podcast en parallèle, un sur l'environnement qui s'appelle Midoricast et HR Meetup sur les passions au travail et les thèmes RH. Et si vous avez envie de participer, c'est très simple, vous allez sur le site de podcastfactory.org. On est hébergé chez un hébergeur Green IT et vous pouvez m'envoyer un mail via la page de contact et j'aurai la joie et le plaisir de vous recevoir ou de me déplacer, qui sait, si c'est nécessaire, auprès de vous pour échanger, avoir un moment de fun, de détente et de passion partagée. À très bientôt. Bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.